Chers explorateurs du patrimoine béninois, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour un nouveau périple au cœur du Bénin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la riche et foisonnante culture Yoruba. Nous nous installons dans la commune de Saveh. La commune de Saveh est située à environ 255 km au nord-est de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cette commune faisait partie du territoire de l'ancien royaume Yoruba, dont l'influence va bien évidemment au-delà des frontières de la commune, mais aussi à certaines régions du Nigeria, dont la plus connue demeure l'État d'Oyo. La commune de Saveh est par ailleurs célèbre pour ses fameuses mamelles qui constituent un attrait touristique certain pour la région. Avez-vous entendu parler du talking drum? Le talking drum ou tambour parlant est un élément principal de la culture Yoruba. Il est référencé pour la première fois au XIe siècle et se trouve alors en Afrique du Nord. Puis, quelques siècles plus tard, il réapparaît en Sénégal-Gambie. Il n'est exclusivement joué que par des griots lorsque le roi souhaite s'adresser à ses sujets et communiquer à propos d'événements importants tels que les entrées en guerre, etc. Élément mythique de la littérature orale africaine, le gangan, guinguin ou doum-doum selon les régions sera très vite sacralisé. Il n'est plus question pour les populations de sortir ces tambours sacrés sans avoir demandé l'autorisation des dieux, des divinités, des mânes de nos ancêtres, des esprits, sans avoir satisfait à des rites et rituels, sans avoir donné des offrandes et sans avoir demandé l'autorisation du monde invisible qui gouverne la vie des hommes. Alors, ce sont donc ces rites et rituels que nous allons suivre pour vous. Il faut noter cependant que le tambour parlant est l'un des rares patrimoines de la civilisation Yoruba qui survit aujourd'hui à la modernité et continue de rythmer la vie quotidienne des Tchadais. Amene na alibi agba odowo mi loni o edide ki aba lowo inu achamoja Felicia Alabi yai odowo mi loni duwi asika odowo mi edide ki aba lowo inu obìnrin logba ìlú ile Chabe obìnrin na nje Amene ó sì bímọ ọmọ na npo lalubi agba ngbo ó sì bí kó cheuche òun jo obìnrin kò lè cheuche le baba ẹ̀ ló pe ọkọ ẹ̀ ló ní uche ilé bàbá mi kò bí pé kó pa òun fún kí ni búchẹ náà pa òun kò dáa léwu bá òun jóbìnrin lóòótọ́ òun kò lè lùlù àmọ́ òun bí ọkọ òun kó fún ọmọ fún un nínú ọmọ yìí òun bí fún wọn ọkọ ní kó lọ mú ọmọ kó wù ọmọ yóò wù kó mú ìbẹ̀ òun sì wà ọ̀sá wà kọjọ́ lóde òní
amẹnẹ sì sọ fún àgbàlagbà sọ amẹnẹ sọ fún ọkọ sọfọ ní nkọ kọjẹlẹ ọba òun ń bèè ọmọ nẹ ní kò sọ ní nǹkan lọ mú òní òun nǹka ẹni kò fọwọ́ ẹ kó fi fa òní yé ọkàn ìpinnu fún un wọ́n sì fi fa babalákùnrin fún un wọ́n pè ó bí ìyàwó alùbí àgbà wọ́n fi gbẹ́ ìlú náà léwu lọ́wọ́ láti Ìlàjì wọ́n sì fi lùtẹ́ lọ́wọ́ bẹ̀ tẹ́ wọ́n gbẹ́ ọjà fífún lónìí pípọ̀ òní wọ́n sọ̀fọ̀ ní ọjà fí ti gbogbo ọmọ olè ní ọjà fí ti gbogbo ọmọ olè kọ́ ti gbogbo ọmọ olè kọ́ tìdílé alùbí àgbà bí ìyàwó ni wọ́n sì gbẹ́ ẹ díà ń chọ́ọ̀sì ìgbàgbọ́ ń bó ní ìgbàgbọ́ ọmọ chọ́ọ̀sì ìgbàgbọ́ ìnà ìbẹ̀rẹ̀ náà fìdí èyí mẹ́mí gbogbo ọmọ chọ́ọ̀sì ìgbàgbọ́ ìnà ilẹ̀ alùbí àgbà bí ìyàwó ni ó fi dé lọ ń bí ilẹ̀ ká ń ta oúnjẹ wọn náà kí fà lónìí sìn ó fi di bí pé wọ́n fi yọ̀ǹda bẹ̀ àgbàlagbọ̀n wá kájọ gbé bá oní chọ́ọ̀sì ìgbàgbọ́ bí ọkọ ọmọ chọ́ọ̀sì náà tọ̀ bàbá alákùnrin asọ̀fọ̀ ní wọn tó ẹ̀kọ́ yọ̀ǹda bẹ̀ fún àwọn fọ́ fi ṣe chọ́ọ̀sì ó ní kí ni kò ṣe nǹkan Ọlọ́run ni tún káwọn yóò sì wà bẹ́ẹ̀ nẹ̀ kò ṣe ń gba ìlú là ni òun yọ̀ǹda fún wọn fi gbé ọjà fínẹ̀ kó ń bí chọ́ọ̀sì ìgbàgbọ́ wa nẹ̀ wọ́n fi gbé alágbo ilé bí ní. a sì wọn sáì lónìí nínú ọmọ ọkùnrin alùbí àgbà nínú ọmọ obìnrin ìyá wà ń tàbẹ́ ìyá wà ń lò kí àwọn aṣàṣọ̀fọ̀ lọ́nà ọba kó bọ̀ ọ́ là sí ká mọ ilé fún gẹ́ ká gbẹ́ ẹ̀ka nítorí òòṣà nẹ̀ òòṣà yìí ń tọ́jú ìlú nígbà níwá lóbo ni ó sì wà ńlájì jẹ́bi ní olùkẹ́ ọwà. Le royaume de Tchabé a été fondé un peu avant les années 1700 sous le règne de Oba Olaoube. Après, des séries de guerres ont perturbé la quiétude de la paisible population. Il fallait chercher refuge dans des villages nigérians, derrière le fleuve Kwara ici. Et par la suite, vers les années 1800, un nouveau royaume Tchabé a été refondé sous le règne de Oba Otewa. Et une succession de guerres, la guerre que le roi Gezo a déclarée contre le royaume Tchabé, a fait dégrouper encore. Et il fallait aussi chercher refuge dans les villages environnants. La troisième refondation du royaume Tchabé, c'est sous le règne de Oba Alamou à Tonlouté, vers les années 1878. Au total, ils sont 13 rois. Le 13e est sur le trône actuellement. Ọmọ yẹn dá ogún jẹ àsunlẹjogún ìlú lónìí àrògùn jẹ ọmọ akẹni jogún ọlá. Je suis 13e au Tchabé. Depuis Oba Olaoube, le fondateur de la dynastie Omo Babagidaï. Avant la colonisation, il y avait des royaumes. Donc il y avait le royaume Tchabé, le royaume d'Abomey, de Porte-Novo, d'Alata, de Borgou. Donc c'est l'ensemble de ces royaumes que les Blancs sont venus trouver et qui sont devenus par la suite le Dahomey et ensuite le Bénin. Notre rôle, c'est de pouvoir transmettre ces valeurs-là à la République
Et pour que on prenne ce qui est de bon, ce qui est de valable et dans la société traditionnelle, pour qu'on l'adapte à la société moderne. Le talking drum ou le tam-tam parleur ou le tambour parleur, c'est un tambour très connu dans le royaume Tchabé. Ce tambour a intégré le royaume Tchabé vers les années 1700, marquant le règne du roi Oba Olaoubé. Ça a intégré le royaume Tchabé par le biais de Aloubiagba. C'est un de nos ancêtres qui est frère, demi-frère utérin de Tchabé. C'est-à-dire qu'il est maternellement d'ici et paternellement d'Oyo, principalement dans la zone de Iladji. Le talking drum n'est pas compliqué à fabriquer. Il suffit de couper le tronc d'arbre qu'on appelle l'arbre Omo dans le royaume Tchabé ou Akpaka. Et on taille l'intérieur sous forme cylindrique à deux faces. Ensuite, on utilise beaucoup plus la peau, les peaux des animaux. Et la peau d'antilope est utilisée, la peau du singe rouge est utilisée, la peau de chèvre est utilisée, la peau de mouton est aussi utilisée. Et on fait perdre les poils qui s'y trouvent et par la suite, on coupe la peau, surtout. Et pour ce qui concerne les deux faces, on utilise la peau de chèvre, de mouton, de singe rouge. Et on coupe la face à diamètre allant de 30 à 100 cm ou parfois à 200 cm puisqu'il y a du grand tambour. La peau d'antilope est beaucoup plus utilisée pour des fils sous forme de parallélisme qu'on garde lorsqu'on joue le talking drum. Après ça, les fils sous forme de parallélisme sont attachés premièrement et la face est posée. Les deux faces sont posées et les fils sous forme de parallélisme servent de support. Je crois qu'il faut au minimum 1 mois et demi pour fabriquer un tambour.
pour des danses rituelles dans la cour royale pour célébrer ces majestés qui ont regagné la vie d'au-delà. C'est à base de ce tambour que nous les célébrons. Les litaniques claniques ou panégyriques des Tchabè, des grandes familles, des grands lignages royaux, c'est ce tambour qui les retrace. Aussi, le Guélédé, qui est déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ce tambour qui sert d'orchestre d'animation, surtout pour le grand Guélédé, qu'on appelle effet. Le Egungun, qui est aussi d'abord qui est culte et culture Tchabè, culte parce qu'ils ont aussi la divinité Egungun. Ce patrimoine est beaucoup plus transmis de père en fils, généralement. Moi-même, j'ai appris à jouer le talking drum, mais je ne suis pas du lignage des tambourinais. Donc, je peux déjà dire que moi-même, ça me serait facile de transmettre ça aux autres. Mais c'est beaucoup plus facile de père au fils. Même les tambourinais, tous les descendants directs ont de petits tambours. Ils les apprennent à jouer. Du retour des écoles, les soirs, après avoir révisé les leçons, ils sont assujettis à de petites activités d'entraînement de talking drum. D'autres personnes qui ne sont pas descendants de Aloubiagba, qui sont intéressés, peuvent apprendre à jouer le tambour parleur. Je crois. Mais ceux qui célèbrent le tambour parleur, ce sont les fils directs de Aloubiagba. Que ce soit la divinité Ojafin qui a été désignée pour accompagner Aloubiagba dans le royaume Tchabè, que ce soit le tambour Boudou Boudou, ce qu'on appelle Boudou Boudou, la mère de tous les tambours, c'est les descendants directs de Aloubiagba qui célèbrent ça. On l'a fini dans les wé. Baba mi gona sini ko ni chele wé. On ni ko ni chele wé, on ni kin ko si ni fi chele wé. On ni uche ìlú Anyagalu ni. On ni olukan ni wọ́n an chewu. Wọ́n kò sì bí pé uche ni, bí pé kó délé wọ́n, bí pé kó pa wọ́n. Fún kíni pé bàbá wọn lọ gbé uche ni ó fi wọ Tchabè. Bó sì ká sọ fọ ni uche ni délé wọ́n pa wọ́n. Bí mo lọ bí wọ́n fi mí kọjá pé nǹkan lówó yẹ nǹkan fi mí léwé
ama bi nche uche ne ni yin uche anya galu ne mo kojú mọ́ oluya kò ní jẹ mí n kò ní tó ẹ̀jẹ̀ n fi okun fi kan mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Jonas Àkànbí bẹ́ẹ̀ káyé ne ló sì wà ó ní fún kíni kò jẹ́ pé n kò lówó iléèwé ó fi gbogbo ẹ̀gbọ́n mi pátá yòókù bó fi hàn ní iléèwé lọ́kùnrin lóbi ó ní mẹ́wòó mi kò ní lọ iléèwé ni àbí òun bí ní tẹ́júmọ́ sí tẹ́júmọ́ bẹ́ẹ̀ ó sì gbé mi ń jẹnu ẹ̀ ń mọ̀nú ẹ̀ ojú kò tì mí àwọn ọmọ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi lọ́kẹ́kẹ́ ń. Bí ọmọ kékeré iná ìyọjọmọ àyàn bá fi ń léwé bí ó lọ bó ti léwé dé ó ní tàn yín kọ́kọ́ lè sàn ẹ̀ kẹyàn funfun náà léwé àsìkò kẹwàá yé àǹkà fàájò kó lọ kẹ́kẹ́ ìlú yá àyàn àǹkà fi yé o ó lè jẹ́ pé àbíká ṣèlú ni bí ọmọ ìyá àbíká kọ́nẹ̀ àǹkà fàájò kó lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́yìn léwé bí ó ṣe tíjẹ tẹ́ anka fa ojoko pa joko ya wo kan ni ba nche ugba anka fi fon ni ye na ba fi fon ten ẹ̀kọ́ yo wa sin ye a lè fi fún ọmọ lọ́kẹ̀kẹ́ ìlú bí àsìkò ya pé àyè wà fún anka pe anka ṣàlàyé lọ fún alulu ko so fo lo ni ko mo lo lewe bo na lulu ko fa ilewe padà lọ́wọ́ ona àbí bo na ìjà o le fa ẹ bí lo lewe ni lulu ọtọ jẹ́ nǹkan ìgbéga mi sí lọ́kẹ́kẹ́ iléèwé ní nǹkan kìrìtì ọ jẹ́ nǹkan méjì yóò náà kó pọ̀ mẹ́ lónìí pípọ̀ òní ọ ọ̀lẹ ló ń pè ayé ànúlù wọn ọ̀lẹ ló ń pè ayé ànúlù wọn òun ní ń fà fún pípọ̀ òní mí ìyé lùlù lónìí lóbi kọ́ pààtì ń sì ń bẹ̀ òní kẹ̀kẹ́ lọ́mọ àyàngálù yé lùlù tàbẹ́ ní òpòwé olónìí à ń bá tayò òun làwọn ò lójú ìkẹyẹ ọmọ ẹ̀kọ́ jẹdà ibi ẹrùn ní kọjú mọ́ wọn gbọgbọ ìgbọ ìsọfọ ní léwọ bọmbú mi pé ọ̀lẹ ni olùchẹmí ato ẹjẹ ni ìnà kẹkẹ akọkọdúmọ kẹyọ jẹdà ibi ẹ pé kẹni yé dà ibi mi ní sí tẹjúmọ́ kọmọ pa wọn kákẹ́tì náà láàyè ń èébù yìí ọ̀nà ń gbogbo ọmọ olù náà ìlú ọ̀lẹ ní ọkùnrin chẹ́chẹ́. Ọjọ́ pé òchàkà ẹni mú òní òchà nìkan mú òní gbúdúgbúdú ká kò sì jẹ́ pé òǹkà ẹni mú òní kì wálé wo òní nínú ọmọ yọ ochika yóò fi tẹ́ ibáyé yóò sì fa balẹ̀ bọ́ sọmọ́ àgbà yìí wà ń ṣe kéye àgbà náà nǹkan gbẹ́hùn nẹ̀ nǹkan fi fọ̀n díẹ̀ ọmọ mi wà bò pé ó lò nísìnyí wọ́n sọ fọ́ ní òkú ààyè wọn kẹjú nbí nǹkan lọ́nbì kẹ àmọ́ òní yóò fa balẹ̀ bọ́ ọgbọ́n àgbà ń sọ àwọn àfihàn yẹn díẹ̀ nítorí pé a kò gbọ́dọ̀ jọ ọkọ̀ pa àwọn léwo ètò wa àgbàlagbà ọkọ̀ pa àwọn léwo ètò wọn kò sì lẹ́tọ́ pé àkàkà jọ ọkọ̀ pa àwọn léwo wa pọ́ pa àwọn léwo wa àyè mọ́lẹ̀ ní ọlọ́ba kò ní jọ kó yìí mọ́lẹ̀. wọ́n yàn lọ́nà ń ka tẹ́lẹ̀ àlà ń jí òun kìnnì aago mẹ́ o kò lu aago mẹ́fà wọn ká lù kìnnì gbogbo ọbẹ̀ láti bí ní kọ́lọ́lógbó náà kó fi lọ́lé yà bòde ọ̀yà ká fi lọ́lé yà pa ẹ̀ ká fi lọ́lé tẹ́ bí kìnnì yà ń pè ní bí nkùsí ní kámọ̀ dàmọ́ níyìn owó nẹ̀ awọ yà mí ń tẹ ọtí yẹ wà lọ́bẹ̀ yà ń fún bẹ́ẹ̀ nẹ̀
anga che gbelo onko cheu fanten yen ni an chekini die. Aujourd'hui, ce tambour est en train de perdre un peu sa crédibilité dans le royaume parce que il n'est pas rare de constater qu'on fête aujourd'hui avec les fanfares dans les royaumes. Sinon, ce tambour, normalement, est indissociable à la société. Ce tambour est indispensable au caractère culte du royaume tchabé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus utilisé à l'aide de modernisation pour des occasions festives et cultes. Mais c'est moins utilisé, et c'est moins considéré aussi. Parce que si je veux être beaucoup plus clair, je dirais que ce tambour, normalement, est le tambour de tous les Ekaro et Djiri. Mais quand on compte aujourd'hui dans le royaume les orchestres, les groupes qui résident, on constate que les groupes qui sont beaucoup plus majoritaires sont des groupes d'instruments modernes, à instruments modernes. Le talking drum ou les tambours guinguin ont beaucoup de vertus dans le royaume tchabé. Lorsque, au cours d'une animation, un tambour se déchire, la peau enlevée est utilisée pour faire des gris-gris de célébrité. C'est connu par des personnes ressources, c'est connu par les initiés. Aussi, dans le domaine de santé, les fils sous forme de parallélisme dont j'avais dit qu'on tient pour jouer et pour faire résonner le talking drum sont utilisés pour guérir les maux de hanche, les crampes et les maladies de tremblement de main. Et pour la petite expérience, lorsque vous n'êtes pas natif, vous n'êtes pas du lignage des tambourinaires, tout ce que le tambour dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais les tambourinaires utilisent la peau de tambour déchirée pour préparer un genre de légumes. Lorsqu'on vous donne ça, lorsqu'on vous fait manger ça, tout ce que le tambour dit, vous comprenez et vous pouvez interpréter. Puisque le tambour dit beaucoup de proverbes, le tambour, comme je l'avais déjà dit, retrace les litanies claniques des grandes familles. Le tambour, comme je l'avais déjà dit, est utilisé comme vecteur de communication dans le royaume tchabé. Et si vous êtes initié, par exemple, si vous êtes chef de culte, gardien de culte ou roi, et que vous ne venez pas du lignage des tambourinaires, alors que les griots devaient communiquer avec les chefs de culte, les gardiens de culte ou les rois, ils sont obligés de vous préparer ces légumes-là pour vous mettre au parfum des choses et pour communiquer facilement avec vous. Donc en présence des étrangers, des visiteurs, si vous êtes initié, vous communiquez sans être du lignage des tambourinaires, vous communiquez avec les tambourinaires. Nous, on a connu l'école primaire en 1914. Ça fait 101 ans aujourd'hui. Avant 1914, les tambourinaires existaient dans le royaume. Donc, les tambourinaires transmettaient les messages de sagesse, de prudence à travers les proverbes et enseignent à travers les proverbes
qu'ils jouent avec leur tambour. Donc, ces proverbes-là sont beaucoup plus aujourd'hui, pour nous, des repères. À travers ces proverbes, on te met en garde, telle personne a fait telle, voilà, toi tu es en train de faire ça, c'est pas bien, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est des choses à développer. Et je pense que à la lutte vont les choses, chacun a pris conscience. Les descendants des tambourineurs qui sont cadres, qui ont un minimum de niveau, ont compris. Les sensibilisations sont en train de passer dans le royaume pour qu'on en fait vraiment de grands patrimoines, pour qu'on en fait vraiment une université du savoir, une université culturelle. C'est sur notre identité propre qu'on peut développer ce pays, sur notre culture, comme l'ont fait beaucoup, avec succès, beaucoup d'autres peuples. On ne peut pas oublier d'où on vient. Et en se comparant aux autres pays qui ont réussi, tels que la Chine, le Japon, et les pays émergents, dits émergents maintenant, ils sont partis en prenant tout sous leur culture. Parce que c'est ça qui les distingue des autres peuples. Mais si nous, on veut copier le blanc, on sacrifie nos patrimoines au profit des blancs. Il n'y a qu'un seul palais à Savè, là où on est là. Et ça, c'est depuis plus de 4 siècles. L'autorité qu'on a, on l'a héritée des ancêtres. Et c'est ça qui fait que quand un de nos enfants d'école, on peut lui dire, ce que tu fais, c'est pas bon, ne fais plus ça. Nous, on soutient l'autorité établie. Et qu'on dise qu'aujourd'hui, que la chefferie traditionnelle soit dans l'informel, on n'a aucun texte qui reconnaît notre existence. Alors, et ça dit que, en ce moment-là, tout ce qui entoure la chefferie traditionnelle, le patrimoine culturel, identitaire, tout ça là, n'est pas reconnu. Parce que c'est la chefferie traditionnelle qui porte tout cet ensemble de patrimoine culturel, matériel et immatériel. Bon, si on ne les classe pas, si on ne les reconnaît pas en tant que... Si l'État ne les reconnaît pas, ne les classe dans aucun texte. Bon. C'est que même ces matériels, ces trucs-là qu'on dit, port de non-retour, port de ceci, place de l'esclavage, tout ça là, c'est dans l'informel. Parce que les institutions, les chefferies traditionnelles qui les portent ne sont pas reconnues. Chers téléspectateurs, nous voici maintenant avec notre invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Félix Iroko. Je suis enseignant. J'enseigne l'histoire à l'UAC sur le campus. Je suis actuellement à la retraite. Alors pour commencer, professeur, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ère culturelle Yoruba dont nous allons parler aujourd'hui? Avant de parler de l'ère culturelle Yoruba, comme de toute ère, de façon générale, il est toujours utile de connaître l'origine des Yoruba. Oui. Donc cette origine remonte certainement, probablement, aux environs des 8e, 9e siècle après Jésus,
Et elle se situe, selon certaines versions, dans la région nilotique, la vallée du Nil. Pas très loin de l'Égypte en tout cas. Et de cette origine sont venues plusieurs vagues migratoires Yoruba. La première grande vague, la plus ancienne évidemment, est partie donc de la région du Nil, à l'est de l'Afrique, pour venir s'installer à Ile-Ife au Nigeria, pour venir créer Ile-Ife au Nigeria. Cette localité a été considérée par les Yoruba eux-mêmes et par d'autres groupes ethniques environnants comme le nombril du monde, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Bon, écoutez, c'est les mythes d'origine et l'archéologie, la préhistoire ne confirment pas du tout cette thèse-là. L'origine du monde ne se situe pas à Ile-Ife, même si elle se situe en Afrique, berceau de l'humanité, patrie de l'homme, beaucoup plus en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est. C'est de là qu'ils sont donc arrivés pour fonder Ile-Ife. Et c'est d'Ile-Ife, toujours au Nigeria, après plusieurs décennies, que sont repartis plusieurs petits noyaux en direction surtout de l'ouest, en direction de l'ouest. Et ce sont ces mouvements migratoires qui progressivement donnent naissance aux principaux noyaux Yoruba que nous connaissons d'abord au niveau du Nigeria même, avant qu'on ne parle du Bénin, du Togo et autres là. Au niveau du Nigeria, c'est d'Ile-Ife que sont partis ceux qui ont fondé Oyo, Abeokuta, Ondo, etc. Et les autres noyaux Yoruba se situent où? Les autres noyaux Yoruba se situent beaucoup plus à l'ouest, donc du côté donc, du Bénin, du Togo. Et c'est de ces noyaux que sont repartis par la suite plusieurs petits groupes dispersés à travers l'Afrique de l'Ouest. Parce que les Yoruba aujourd'hui constituent l'un des groupes ethniques les plus importants de l'Afrique. Nous les situons autour de 40 millions d'habitants par là, beaucoup moins nombreux évidemment que les Haoussa, aussi nombreux que les Ibo dont ils sont les voisins, surtout au Nigeria. Alors, quand on dit Yoruba, bon, ce n'était pas le nom qu'ont porté les différents noyaux issus de ceux qui sont venus s'installer à Ile-Ife. Pendant longtemps, même jusqu'au 19e siècle, on ne parlait pas de Yoruba. On ne parlait pas de Yoruba du tout. Et de quoi parler? On est Egba, on est Egbado, on est Ondo, etc. Et ce sont surtout les Anglais qui, au 19e siècle, quand ils sont arrivés dans la région, ont estimé pour des raisons de commodité qu'il serait utile que tous ces noyaux-là portent un même nom sur le plan de l'ethnonymie. Que tous ces noyaux portent le même nom parce que tout simplement, ils ont un ancêtre commun. Encore que cette affaire d'Odoudoua, ancêtre mythique de tous les Yoruba, est vivement combattue aujourd'hui parce que tous les noyaux issus d'Ile-Ife ne se reconnaissent pas comme descendants d'Odoudoua. Odoudoua, c'est l'ancêtre mythique de beaucoup de Yoruba. Et Odoudoua, à sa mort, a été défié. Il est devenu une divinité adorée aujourd'hui dans beaucoup de régions, même celles qui ne sont pas entièrement Yoruba. Je prends l'exemple de Porto-Novo. Justement, existe-t-il une différence entre le groupe que l'on désigne par le terme de Yoruba et le groupe que l'on désigne par le terme de Nago? Ce sont les mêmes, mais je vais apporter des précisions tout à l'heure. Et une version dit que le mot Yoruba même serait venu de Yariba, qui veut dire au bord
du fleuve Niger que ce nom serait donné par des Hausa. Les controverses à propos des ethnonymes sont fréquentes. Bon, on peut retenir cette version, mais ce qu'il y a d'important, c'est que ce sont les Anglais au 19e siècle qui ont étendu le nom Yoruba à tous ces groupes-là. Mais de notre côté ici, donc à l'ouest du Nigeria, les noyaux qui sont nés sont les Nago, d'une part, d'autre part les Icha qui sont dans la région de Banté, Pira, etc. Les Ifè, très nombreux aussi nombreux que les Icha, et qu'on retrouve surtout dans les régions de Tcheti, région de Savalou, hein. Tcheti, Lozi, Doumé, Otola, etc. Mais qui reconnaissent leur appartenance au grand groupe Yoruba, tout en portant un nom spécifique, Ifè. Nous ne devons pas oublier les Idacha aussi. Idacha, c'est un groupe important, mais les Idacha, les premiers à venir s'installer seraient venus sans doute d'Ilecha et autres là, dominés par la suite par un groupe Egba qui est venu d'Abeokuta. Et c'est ce groupe Egba venu de là-bas qui a détenu le pouvoir politique après avoir subjugué les autres. Alors, quel type de relations tous ces royaumes Yoruba entretenaient-ils entre eux-mêmes et avec leurs voisins? Mais la question est très bien posée, mais nous n'avons pas fini de parler de tous ces groupes-là. Ah, je vous en prie. Quand ils sont arrivés chez nous, avec plusieurs noyaux, il y a les Ayogo aussi. Les Ayogo, du côté de Agonli, Agonli-Kwegbo. Les Ayogo qui sont Yoruba aussi, et qui aujourd'hui sont les descendants des émissaires envoyés par le roi d'Oyo pour percevoir le tribut annuel que le roi d'Abomey, vaincu par eux, devait leur payer chaque année. Donc, comme Oyo est très loin, ils ont placé des émissaires là, qui sont en quelque sorte des ambassadeurs pour percevoir ce tribut-là. Donc, ceux-là, c'est les Ayogo. Mais du côté du nord du Bénin aussi, il y a des éléments qui sont d'origine Yoruba, les Mokole, qui sont dans une bonne vingtaine de villages entre Guéné et Kandi, dans des villages comme Mokole, comme Lolo, comme Angaradebou, etc. Et du côté d'Aledjo, après Basila, du côté d'Aledjo, il y a les Koura qui cohabitent avec les Kotokoli. Mais quand on parle de tous ces noyaux, sur le plan linguistique, il faut dire que c'est si diversifié que l'intercompréhension entre plusieurs langues nago ou yoruba n'est pas toujours évidente. J'avoue sincèrement que moi j'appartiens à ce groupe-là, mais quand je vais au Nigeria, je ne peux pas discuter avec un Egba. Je n'arrive même pas à comprendre tout à fait ce qu'il dit. De temps en temps, il a quelques mots que j'arrive à comprendre, mais des mots qui ne sont pas suffisants pour que je puisse saisir entièrement l'idée dont me fait part mon interlocuteur. J'ai parlé des Idacha dans la région de Igbo Dacha, d'Assazomé. Il y a plusieurs villages, d'où sont partis quelques noyaux aussi, toujours en direction de l'ouest. Et l'un des noyaux s'est installé au Togo et a créé le village d'Acha, Dacha au Togo. Quand on quitte Lomé pour aller à Sokodi, plus au nord, on trouve Dacha et dans la région d'Atakwame. Dans la région d'Atakwame aussi, il y a beaucoup d'éléments yoruba. Donc c'est très éparpillé. Mais c'est à partir de tous ces noyaux que sont repartis d'autres, qui sont éparpillés à travers toute l'Afrique de l'Ouest, même jusqu'en Afrique centrale. Est-ce qu'il existe une différence?
Il n'y a pas une différence nette, c'est tout simplement une question de variante. Une question de variante. En gros, un nago, c'est un sous-ensemble, c'est un sous-groupe de Yoruba. Tous les nagos ont conscience non seulement qu'ils appartiennent à ce grand groupe-là, mais que l'origine lointaine de leurs ancêtres est sans conteste Ile-Ife au Nigeria. Alors, malgré toute la diversité du peuple Yoruba dont vous venez de nous faire part, comment était organisée cette civilisation? Parce qu'on sait qu'elle a dominé pendant des siècles et des siècles. Donc, comment est-ce que cette civilisation a été organisée? Je veux dire, qui faisait quoi au sein de cette société? Cette question est si vaste que je préfère en prendre seulement quelques pans. Mais le premier pan que je vais prendre, c'est que dans l'ère culturelle Yoruba, ce qui est dominant sur le plan politique, c'est la monarchie, c'est-à-dire la notion de royauté. La plupart des Yoruba sont répartis au sein de plusieurs royaumes, parfois rivaux, parfois même ennemis, mais c'est surtout la monarchie, pas opposition aux groupes segmentaires, comme par exemple dans la notion dans la région de l'Atakora Nord, où il n'y a pas Atakora Nord. Je ne dis pas Atakora simplement parce que Djougou aussi c'est l'Atakora. Mais il y a une puissante royauté à Djougou. Donc c'est le système centralisé, c'est la monarchie. Et les Yoruba distinguent des rois de plusieurs catégories. Mais les grands rois, ce sont les rois qui portent une couronne de perles. Une couronne de perles. C'est les plus grands rois, c'est les principaux, ça. Et parmi ces grands rois, ce qu'on peut retenir qui pourrait intéresser les auditeurs, c'est que les téléspectateurs, c'est qu'il y a non seulement les dynasties, les lignées dynastiques qui fournissent des rois, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est ce que j'appellerais tout simplement l'anthropophagie rituelle. Parce que ce soit dans la région de Savè, Ketu, Manigri, sans parler du Nigeria où la pratique est très intense, l'anthropophagie rituelle est pratiquée. Le prince choisi pour accéder au trône ne peut devenir roi qu'après avoir consommé une partie du corps du roi défunt. Mais ce ne sont pas dans toutes les royautés Yoruba que cela se fait. C'est dans les principales royautés qu'on peut apprécier à travers le port de la couronne royale par le roi. Qu'en est-il de la vie culturelle et artistique? La vie culturelle, chez la plupart de ces groupes Yoruba, chez la plupart, pas tous, chez la plupart, il faut le noter, c'est une culture à masques, il a des masques. Ce ne sont pas, c'est pas comme la culture Batonou, les Batombou ou Bariba sont pourtant très proches des Yoruba du point de vue de l'histoire, c'était même des alliés parfois. Mais eux autres n'ont pas la culture du masque. Or, le masque, c'est une dimension importante de la culture Yoruba, au même titre que le masque est une donnée culturelle des Takpa, très proche des Yoruba. Et le masque principal, c'est surtout le masque revenant, les égougoums ou revenants. Et c'est extrêmement important, mais intimement lié
au culte des morts. Il y a d'autres masques qui sont moins importants, moins généralisés, parce que quand on parle de masques Yoruba, c'est comme si c'était une sorte de trait commun à plusieurs groupes Yoruba, mais pas à tous. Et pour le Oro, c'est très important aussi et très diffusé, avec toutes les variantes que ça comporte. Et aussi, puisque vous voulez connaître la plupart des aspects culturels de ce groupe ethnique, il y a les scarifications qui sont extrêmement importantes parce que c'est une culture de scarification, contrairement à l'ère culturelle à Jatado, où il y a quelques scarifications, mais beaucoup moins fréquentes et moins abondantes que dans la culture Yoruba. Si l'on se concentre un peu sur l'aspect musical, le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure parlait du gangan, du talking drum. Est-ce qu'il y a d'autres instruments qui caractérisent justement la culture Yoruba? On peut écrire un ouvrage même de 1000 ou 2000 pages, rien que sur cet aspect, parce que, vous voyez, tous ces groupes, aucun chercheur aujourd'hui, aucun chercheur Yoruba, historien ou anthropologue, qui n'a pas fait des recherches spécifiques sur l'aspect musical, ne peut pas parler de l'aspect musical dans l'ère culturelle Yoruba parce que cet aspect est diversifié à l'extrême. On rencontre certains groupes, certains sous-groupes ethniques Yoruba en train de s'adonner à certains genres musicaux et on se demande si c'est vraiment des éléments Yoruba. Quelle était la place des femmes dans la civilisation Yoruba? Quel rôle tenaient-elles? C'est cet élément qui vous intéresse en tant que femme. Entre autres. Oui, c'est très bien. C'est très bien que vous ayez posé une telle question. La place des femmes est grande, très grande dans cette société-là, puisque sur le plan politique, bon, il y a même des règnes de femmes. Au Keïta, par exemple, dans la région de Pobé, au Keïta, des femmes ont régné. Bon, à Kétou, il y a eu aussi un règne de femmes, même si ce n'était pas elle qui avait été intronisée pour régner. C'était son mari, le roi. Bon, le roi étant devenu invalide, c'est elle qui a en quelque sorte assuré l'intérim pendant quelques années. Mais sur le plan maintenant cultuel, comme concernant les masques là, dans la plupart des cas, la plupart, pas tous les cas, les femmes, mais surtout, excusez-moi beaucoup madame, surtout les femmes ménopausées, des femmes donc qui ont déjà un certain âge. On dit par exemple que les revenants, c'est la chose des hommes. Mais dans certains milieux, il y a des femmes âgées qui vont au couvent le jour où le revenant doit sortir et qui assistent à tout. Et sur le plan économique, il y a des femmes qui aidaient leur mari pendant les travaux champêtres, les semailles et autres là. Il y a dans certaines régions même des femmes qui ont leur lopin de terre à part, en dehors de celui de leur mari, et qui exploitent ces lopins de terre là, toujours pour le compte de la famille. Bon. Sur le plan musical dont on a parlé tout à l'heure, il y a des danses qui sont mixtes, quoi, à la fois pour les hommes et pour les femmes, mais d'autres, c'est exclusivement pour les femmes qui prennent ainsi une sorte de revanche par rapport aux hommes pour dire que, bon, elles aussi, on les a valorisées, on les a prises au sérieux, etc. Au début de l'ère coloniale, lorsque les Britanniques, les missionnaires sont arrivés, qu'est-il devenu justement de toute cette dynamique propre
à la culture Yoruba? Bon, mais cette culture Yoruba n'a pas été plus victime que d'autres. Bon, du côté Nigeria avec les Anglais, bon, on a bien vu ce qui s'est passé, mais eux autres, ils ont su conserver certaines traditions, par exemple comme la royauté, les rois. Les rois au Nigeria sont beaucoup plus valorisés qu'au Bénin ici, par exemple. Ils ont sauvegardé cet aspect-là beaucoup plus que nous ne l'avons fait. Et la royauté au Nigeria, les rois, surtout les rois, pas la royauté. Les rois sont beaucoup plus considérés, plus valorisés que nous l'ont fait les Français. Et après eux, nous-mêmes francophones, qui n'avons pas su donner tout son sens à cette royauté-là. Il a fallu le renouveau démocratique pour réhabiliter cette royauté, que ce soit du côté Yoruba ou de façon globale. Malgré la colonisation et malgré l'arrivée, l'invasion des missionnaires, que ce soit du côté du Nigeria ou de notre côté ici ou ailleurs, toutes ces langues importées, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, aucune de ces langues n'a réussi à faire disparaître les pratiques endogènes qui sont plus vivaces que jamais et qui les resteront encore très longtemps. On est catholique, mais on pratique toujours sous cap les religions endogènes. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Merci beaucoup, professeur, pour cette discussion très intéressante. Et à tout de suite, chers téléspectateurs, pour votre rubrique Curiosité culturelle. Souvent sujette aux fantasmes, aux mystères ou aux stéréotypes, la femme africaine a depuis fort longtemps fait couler beaucoup d'encre et inspiré de nombreux artistes. L'ouvrage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, intitulé « Femmes dans les arts d'Afrique », publié en 2008 au musée d'Aper, dévoile les multiplicités de la représentation féminine et questionne le statut de la femme dans les sociétés de l'Afrique subsaharienne. Tour à tour considérée comme mère, épouse, génitrice ou femme de pouvoir, les statuettes réservées au culte ou à un usage quotidien retracent les différentes fonctions de la femme dans la vie politique, sociale, économique ou religieuse. En effet, ce livre regorge de superbes photos qui représentent la femme dans les sociétés traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest, comme par exemple au Mali, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, comme au Gabon ou en République démocratique du Congo. Si vous souhaitez consulter cet ouvrage, mais aussi n'importe quel autre ouvrage de la bibliothèque de l'association Mewironto, n'hésitez pas à nous contacter au 62 06 70 69, 62 06 70 69 ou au 21 31 81 33, 21 31 81 33. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, consultez notre page Facebook Mewironto/Facebook, Mewironto/Facebook, ou rendez-vous sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir au pluriel. À très bientôt, chers fidèles téléspectateurs.